merci de nous rejoindre sur ce nouveau talk show du salon Minipol Paris 2015. Alors je suis très bien entouré puisque je suis entouré des personnes qui ont inauguré le salon, le ministre ne pouvant pas venir ce matin, on le comprend compte tenu de l'actualité. Donc je remercie Thierry Delville et Émile Pérez d'avoir bien voulu nous rejoindre, ainsi que François Murgadella du SGDSN et M. Marc Darmon, directeur général adjoint de Thales. Alors nous allons parler filière nationale de sécurité. Plus en détail, nous allons regarder un petit peu où en est la filière nationale de sécurité depuis sa création il y a 2 ans. Et on va démarrer tout de suite ce débat en demandant peut-être à François Murgadella de nous parler un petit peu plus du bilan des 2 premières années de cette filière nationale de sécurité. Où en est-on ? Alors, où en est-on ? Le bilan, ça risque d'être un petit peu court sur le temps imparti, mais ce qui est important, c'est que cette filière s'est constituée. Elle s'est organisée, elle s'est mise en place. Les acteurs se sont rapprochés les uns des autres. Les acteurs, c'est ceux qui incarnent le dialogue public-privé. Bien sûr, l'État, en tant que prescripteur, éditeur de normes. Bien sûr, les opérateurs d'infrastructures critiques, les industriels, qui travaillent ensemble depuis maintenant 2 ans sur un vaste panel de problématiques qui sont absolument et qu'il est absolument indispensable d'aborder afin de faire être à même de fournir des réponses face aux enjeux de sécurité nationale qui sont, on le voit, prégnants et absolument gigantesques, et d'autre part d'avoir une industrie forte et compétitive qui s'exporte et qui sera à même de répondre à nos besoins et peut-être dans certains cas en capacité d'autonomie nationale. Alors le bilan, bien sur ces chantiers que j'ai évoqués, il est là, il est présent. Des groupes de travail se sont réunis, ils ont travaillé dur, ils ont produit, ils ont délivré. Je voudrais mentionner l'expression du besoin, qui a permis de faire émerger dans un dialogue public-privé entre prescripteurs et opérateurs un premier échantillon de ce que sont les besoins en termes capacitaires, et dont certains ont été finalement assez malheureusement en prise avec l'actualité en avance de phase. Je voudrais mentionner bien sûr les drones, je voudrais mentionner la protection des infrastructures critiques et des sites Seveso, qui ont clairement été mis en avant. Il y en a d'autres. Le travail à l'autre bout de la chaîne, qui est la dimension recherche et innovation, avec la mise en place de priorités en termes de démonstrateurs technologiques, où l'industrie française est à même de regrouper son savoir-faire en face d'un besoin clairement identifié. Plusieurs de ces démonstrateurs ont été lancés. Donc un travail important qui a été accompli. Alors, est-ce que c'est également l'avis de Marc Darmon, de l'autre côté, qui est également président du SIX? Donc comment vous jugez ce travail de la filière? Après, on demandera aux utilisateurs leur avis. Sincèrement, je pense qu'en 2 ans, on ne peut pas rougir de ce qui a été fait. On vient de définir, notamment avec l'administration, une feuille de route pour les 2 prochaines années, mais sur les 2 ans qui viennent de se passer. Donc d'abord, l'industrie elle-même, elle s'est structurée pour faire partie de ce comité de filière. Le SIX que vous avez cité, le Conseil des industries de confiance et de sécurité, que j'ai la chance de présider, qui réunit des grands groupes leaders sur le marché, mais aussi beaucoup d'ETI et de PME qui travaillent ensemble et sur les marchés français et à l'exportation. On s'est cartographié, identifié, mesuré. D'ailleurs, dans quelques jours, on aura une présentation formelle des résultats de cette étude où on aura quelques surprises en termes de taille, de nombre de personnes, de niveau technologique, de performance à l'exportation de l'industrie française de sécurité. Donc on s'est structuré, on s'est mesuré, on a lancé du travail sur l'expression du besoin, sur les réponses capacitaires, sur l'analyse des technologies critiques, sur des démonstrateurs pour être capable d'avoir un vrai dialogue public-privé, comme le disait François Murgadella, pour comprendre les technologies, ce qu'elles pourraient offrir, dans des domaines très variés, autour des communications, autour de la vidéo intelligente, autour de la cybersécurité. Et maintenant, il est temps de passer à la période 2.0 de ce comité de filière et de cette filière d'industriel de sécurité, qui est une filière d'excellence en France, sans aucun doute. Alors, Thierry Delville, vous êtes délégué ministériel aux industries de sécurité. Alors, vous êtes côté utilisateur, donc vous voyez ces travaux de filière. Est-ce que ça répond finalement aux besoins du ministère et des utilisateurs ? Aux besoins du ministère, très certainement, mais plus encore, ça répond à des enjeux de sécurité plus généraux qui se sont inscrits dans un séquençage et une priorisation, je pense à l'expression de besoins, qui ont d'abord mis l'accent sur le besoin des OIV,
Et François Murgadella l'évoquait, on voit très bien que les réflexions qui sont menées, animées d'ailleurs par des acteurs du ministère de l'Intérieur, je pense sur l'expression de besoin, au travail qui a été mené par Patrick Espagnol, directeur de la sécurité d'EDF, et Patrick Guyonneau, qui travaille au sein de la délégation, qui m'en adjoint. Vraiment, on a une vision beaucoup plus précise des enjeux et derrière, effectivement, des projets concrets. Si on prend l'exemple de ce qui s'est passé autour des drones et des menaces qui ont été identifiées à l'automne dernier, très rapidement s'est mis en place un dispositif de réponse à une menace donc, qui s'est avérée parmi les 3 premières identifiées, avec l'appui du SGDSN et l'impulsion du SGDSN et son pilotage sur les projets de recherche qui ont été très vite enclenchés. Une RFI qui a été mise en place pour vraiment identifier le panel des entreprises françaises et européennes capables de répondre à cette menace nouvelle. Et finalement, 50 entreprises qui vont venir se confronter, présenter des solutions et arriver à finalement nous donner des éléments de réponse sur un problème auquel jusqu'à présent, il faut bien le reconnaître, on était un peu sec, quoi. Et donc oui, effectivement, ça répond dans la démarche, ça répond aussi à travers, il faut bien le dire, un positionnement que le ministère de l'Intérieur veut affirmer désormais. Il est clair que je pense qu'Émile Pérez détaillera la partie export qui est un levier essentiel, important des travaux de la filière, mais il y a également ce qui se fait en matière de normalisation. Il y a tout un ensemble d'actions qui se sont depuis 2 ans développées et qui montrent vraiment une volonté du ministère de l'Intérieur d'accompagner le développement de cette filière industrielle. Alors justement, on parlait un petit peu d'autonomie nationale en matière de production de technologies et de compétences. Alors à l'international, le sujet sécurité est prégnant, on le voit, que ce soit en termes de coopération, que ce soit également en termes de technologie, d'interface, d'échange de données, d'informations. Donc là, vous vous retrouvez, Émile Pérez, en qualité de directeur de la coopération internationale, au carrefour de tout cela. Comment ça se gère à la fois au quotidien et puis dans le temps? Ça se gère déjà dans le temps depuis 2008, puisque nous avons entamé cette relation avec les entreprises nationales dès 2008 pour faire en sorte que nous puissions, par notre réseau présent à l'étranger, c'est-à-dire avec plusieurs centaines de policiers et de gendarmes. Oui, on peut rappeler le nombre d'attachés de sécurité intérieure. Nous avons aujourd'hui 75 attachés de sécurité intérieure présents dans des ambassades et ils couvrent 153 pays dans lesquels nous sommes en capacité d'accompagner les entreprises nationales dans la promotion de leurs technologies, dans la promotion de leurs produits dans le domaine de la sécurité, mais également de les accompagner dans leur développement international, dans la protection de leurs expatriés si besoin est. Et ce partenariat qui était peu usité auparavant s'est développé en toute transparence, en toute confiance et en toute cohérence, parce que nous sommes parfois dans un système concurrentiel, nous ne sommes pas de notre côté des représentants commerciaux, mais nous avons à promouvoir les entreprises nationales parce que leur production, en équipant nos partenaires, va nous permettre de mieux communiquer avec nos partenaires sur des produits communs et sur des échanges opérationnels ainsi facilités. Alors justement, on voit bien avec la triste actualité actuellement ce besoin parfois d'innovation et de réponse rapide. Alors est-ce que j'avais une autre question? Est-ce que la filière nationale de sécurité, est-ce que c'est un outil qui finalement peut répondre à des besoins en urgence? Alors Thierry Delville. Je l'ai évoqué, donc je ne reviens pas sur l'exemple des drones, où là effectivement, alors ça dépend ce qu'on entend par urgence, je veux dire, c'est pas 48 heures évidemment, c'est pas le dispositif de filière qui va apporter une réponse 48 heures. Il faut aussi le dire, depuis les événements du week-end dernier, il y a des démarches spontanées, des offres d'expertise spontanées qui sont affichées par un certain nombre d'industriels et qui sont orientés vers des services en bilatéral dans le cadre d'accords qui souvent s'inscrivent dans le prolongement d'actions qui ont déjà été menées par le passé ou qui sont engagées à travers telle ou telle technologie utilisée par les services opérationnels. Il ne faut pas non plus qu'on rajoute de l'entropie à un dispositif opérationnel qui doit être, qui doit pas être perturbé dans son fonctionnement
dans des circonstances comme celles que nous vivons. Mais il est important, évidemment, que la filière et que les industriels, évidemment, s'inscrivent bien dans cette démarche, et ils le font. Et je pense d'ailleurs quelque part que le fait que ce salon se tienne avec une telle affluence et une telle présence des exposants est bien le reflet d'une participation pleine et entière des industriels de sécurité à l'ensemble de cette problématique. Oui, Marc Darmon, le secteur de la sécurité est un secteur en croissance. On le sait. Est-ce que vous avez réussi à chiffrer cette croissance, je dirais, à la fois en France et par rapport au marché européen et mondial? Donc il est en grande croissance, effectivement. On peut séparer la sécurité, je dirais, traditionnelle de la cybersécurité, Ouais. qui a une croissance encore plus forte. Sur la cybersécurité, une croissance à 2 chiffres, comme on dit dans les milieux financiers, ne serait-ce que parce que la menace croît très fort, ainsi que la compétence des attaquants. Mais la prise de conscience croît aussi très fort. Et en plus, avec le cadre réglementaire qui oblige les opérateurs d'importance vitale en France, mais aussi dans d'autres pays, à se protéger et à faire leurs analyses, ce marché croît assez vite. Dans la sécurité, je dirais plus traditionnelle, la sécurité des sites, la sécurité des villes, la sécurité publique, on a une croissance qui n'est pas loin de 10% également. Mais le contenu est important aussi. Il n'y a pas besoin d'aller très loin dans le salon pour se rendre compte que les technologies et le métier de la sécurité changent très vite. Si on se promène dans ce salon il y a 16 ans, 18 ans, puisque c'était tous les 2 ans, on voyait des choses très différentes d'aujourd'hui, où c'est sans arrêt, partout, des écrans numériques, des technologies de vidéo intelligente, de reconnaissance, de big data, et toutes ces technologies à la mode qui sont maintenant appliquées à la sécurité pour améliorer, sur de multiplicateurs opérationnels en fait, pour améliorer la capacité des opérateurs, parce qu'il y aura toujours de l'humain dans la sécurité, évidemment. Il y aura effectivement toujours de l'humain, et les derniers événements nous rappellent que nous avons besoin de ces ressources humaines pour à la fois les anticiper et les gérer. Et puis, il faut bien voir aussi que nous travaillons avec beaucoup de pays qui n'ont pas la capacité de se doter du tout numérique et qui parfois ont besoin déjà de se doter des produits fondamentaux les plus rustiques, les plus basiques. Oui, Cela mais- non plus, il ne faut pas les oublier. Et c'est la chance que nous avons ici de pouvoir présenter un panel de technologies, un panel de produits particulièrement bien adaptés à tous les besoins. Donc pas seulement pour les pays développés, mais également pour les autres. Alors, est-ce que ce système de filière nationale de sécurité, est-ce qu'il a des équivalents chez nos voisins européens? Je pense aux Anglais, enfin aux Britanniques, dirais-je. Les Anglais, c'est pour ce soir, je crois. et également aux Allemands. Comment les choses se passent en Europe? Alors oui, il y a des organisations professionnelles dans le domaine de la sécurité. En Allemagne, côté britannique, il y a eu le ministère de l'économie, enfin l'équivalent du ministère de l'économie a produit des documents. Moi, il me semble qu'il y a quand même une originalité au Française, plan français. ouais. C'est justement de se préoccuper de l'ensemble de la problématique. C'est-à-dire de n'être pas uniquement sur la problématique économique, qui est essentielle, mais également sur la problématique du besoin, de la maturité de l'expression de ce besoin et de comment il doit être en résonance par rapport à cette approche capacitaire. Pour reprendre juste la petite question sur qu'est-ce que peut apporter la filière, la filière, le fait qu'elle existe, le fait que les gens dialoguent ensemble et se dotent de méthodologies pour travailler ensemble, ça permet non pas de prendre sur étagère des gadgets à la dernière minute pour répondre à des besoins qui en fait ne sont pas exprimés et qui en fait n'apportent souvent pas de solution, parce que l'humain et les forces de police, elles sont, ou de sécurité civile, elles sont sur le terrain, elles connaissent leur métier, mais plutôt être capable d'instiller une réflexion en avance de phase, avec un travail en avance de phase sur comment établir des solutions qui répondent de façon un peu systémique au sujet. Et ça, c'est une originalité que je ne vois pas dans les autres pays européens aujourd'hui. Alors, ce travail de prospective, il se fait à la fois en France avec l'ANR, avec certains programmes de recherche. Il se fait également dans les entreprises, je pense, sur leurs fonds propres en matière de R&D. Il se fait aussi à travers les programmes H2020 de l'Union européenne. Comment tout ça s'articule? Est-ce qu'il y a un travail de la filière sur l'articulation de ces financements pour le développement de la R&D? Je vais vous répondre pour le ministère de l'Intérieur, mais il est clair qu'il y a d'abord, dans ce domaine, tout d'abord, si l'on fait référence au programme de recherche que vous avez évoqué, ANR, H2020, une participation qui s'inscrit depuis une dizaine d'années, depuis que ces programmes existent, en gros, avec
enfin, avant le H20, c'est le PERS, mais enfin, on est dans le prolongement. Et il est clair que cette dynamique fait qu'il y a plusieurs dizaines de projets de recherche dans lesquels des services sont impliqués en tant qu'utilisateurs finaux, souvent, que ce soit police, gendarmerie, sécurité civile. Alors H2020 veut pousser encore Alors, plus loin ça. Là où il y a effectivement une évolution, c'est dans un enjeu qui tire aussi les constats de la première étape, la première phase du programme européen de recherche de sécurité, c'est l'évaluation des résultats, qui est quand même un enjeu assez fort sur ces programmes qui sont assez conséquents, hein, si l'on en juge par encore là les 5 années avec 1,4 milliard, 3 ou 4 qui sont prévus sur H2020 sécurité. Donc il y a effectivement une évaluation importante et surtout une implication plus forte cette année, particulièrement marquée autour des utilisateurs. Il va vraiment falloir que des services plus nombreux s'impliquent pour pouvoir... C'est pas facile voilà. ça. Et c'est là où on a un travail à mener. D'abord, on y arrive quand même. D'ailleurs, on vient d'avoir des résultats de la campagne 2015 par rapport à 2014. Il y a du progrès. On remonte. Donc c'est plutôt bon signe. Mais il y a véritablement une dynamique effectivement à apporter, à la fois sur la réalisation de choses concrètes et des travaux à mener dans les services pour les inciter à participer et à tirer bien entendu les fruits de ces résultats. C'est quand même un des enjeux, c'est souvent une critique qui a pu être formulée par le passé. Je crois qu'effectivement, autour de l'expression des besoins, c'est-à-dire à la fois les besoins de nos partenaires, mais également de nos propres besoins et des besoins de toutes les entreprises, qu'elles soient du CAC 40 ou toutes les petites entreprises que nous accompagnons, autour de cela, il faut systématiquement construire de la coordination, de la mise en cohérence, et ce sera le seul moyen pour nous d'être totalement efficients. Vous parliez tout à l'heure de nos partenaires étrangers, ils n'ont pas toujours la capacité de rassembler tous les acteurs en même temps et d'avoir des représentants uniques. Nous avons cette capacité, nous avons cette chance, profitons-en en France, profitons-en à l'extérieur. Alors justement, pour une grande entreprise comme Thales, mais même je dirais pour les majors du système, il y a quand même beaucoup de financement sur la sécurité. Donc on a finalement des produits qui sont assez sophistiqués. Et globalement, derrière, est-ce que vous trouvez les budgets pour vendre ? Je voudrais dire un mot sur l'export. Oui. Parce que, tout à l'heure, on a dit qu'on avait des efforts importants qui étaient faits pour la collaboration, la coopération et donc en fait de l'aide à l'exportation pour les industriels. C'est pas un investissement qui est vain. C'est pas un investissement qui est utopique parce que les succès à l'export dans ce domaine-là, ils existent. Il n'y a pas beaucoup de filières industrielles françaises dans lesquelles on est à ce point-là leader. On connaît bien les avions, les fusées, les satellites, et il n'y en a pas tant que ça. Dans le domaine de la sécurité, les grands groupes, aidés souvent par des PME, et parfois des PME tout seuls, sont leaders sur leur marché, avec des références qui sont probablement les plus belles au monde. Si je dis un mot de Thales, après je citerai d'autres, mais dans la sécurité de la ville de Mexico, qui était la ville la moins sûre au monde, c'est une référence formidable. La sécurité des aéroports les plus modernes qui soient, à Doha, à Oman, à Dubaï, la sécurité du nouveau port marchand de Doha, ou de centrales gazières en Russie ou au Maghreb. C'est des choses qui sont remarquables. Le Morpho fait la sécurité et la biométrie, les titres sécurisés dans des pays gigantesques comme l'Inde, comme les États-Unis. Le contrôle des frontières, dans les frontières qui sont terribles au Moyen-Orient, faites par Airbus. On a des grands groupes qui sont leaders mondiaux dans leur domaine. Et tout ça, et c'est probablement le domaine de la sécurité dans lequel le lien entre les grands groupes et les PME sont le plus naturel. Parce que les grands groupes sont intégrateurs et tirent à l'exportation, mais les PME ont tellement de technologies qu'elles peuvent apporter, et dans ces domaines-là qui sont justement très technologiques, que le rapport est naturel. Je vais citer notre exemple, mais je suis sûr que chez dans le groupe, c'est pareil. On a des équipes de laboratoire dont le métier n'est que de tester ce qui se passe chez les PME pour voir si leurs innovations pourraient être intégrées dans nos offres et si on pourrait les vendre dans le cadre de grands programmes qu'on fait. C'est leur métier. Leur métier, c'est de tester des technos qui viennent de laboratoires, d'universités et de PME. Et donc le lien est très très fort. Et donc l'exportation, au sens large, c'est un domaine très important. Vous dites que les financements sont larges. Les financements sont grands. Sur ces programmes-là que je cite, on parle de centaines de millions d'euros à chaque fois. Oui. Plus personne ne construit un aéroport, une énorme centrale, un bâtiment sécurisé comme le nouveau ministère de la Défense à Ballard, sans prendre en compte le dossier de la sécurité dès le début, avec des projets qui sont de grande envergure et pour lesquels les industriels français sont très bien positionnés.
Alors, justement, pour revenir à ce travail sur l'export et sur le salon Millipol, donc Millipol est un très grand salon, il y en a d'ailleurs des succursales au Qatar, bientôt à Singapour avec la fusion avec GSA. Bon, je dirais comment se situe la place vraiment de la filière. Est-ce que la filière va être un outil d'aide à la commercialisation, ou est-ce que la filière est plutôt le travail en amont et laisser d'autres groupements, parce qu'il en existe d'autres, je pense au GIFAS, au GICAT, etc., qui vont travailler la partie exportation. Comment voyez-vous cette articulation entre la filière et les groupements aujourd'hui ? Si je réponds le premier, le rôle de la filière, en tout cas du point de vue industriel, n'est pas de se structurer entre nous pour se spécialiser et créer des consortiums ad hoc avant de faire des offres. C'est pas l'objet. On est d'accord. Donc c'est plutôt un travail amont, comme vous le dites, plutôt qu'un travail tactique, Voilà. projet par projet. D'accord. Un commentaire, non? Non, mais il y a un groupe export qui est assez dynamique dans la filière industrielle, qui a défini un certain nombre de priorités, dont certaines sont traduites par des déplacements, par des actions où effectivement, comme l'expliquait Marc Darmon, un ou deux grands industriels vont emmener avec eux un certain nombre de PME, avec l'appui de DCI, de Business France et le cas échéant de la délégation que je dirige. Donc c'est vraiment une dynamique qui peut se matérialiser par des actions sur assez des grands projets. Alors, peut-être, parce qu'après j'avais une dernière question Oui, sur, alors, mais juste sur pour la partie compléter très formation. rapidement, pour dire que dans la structuration de l'offre, la filière elle a un rôle. Effectivement, on n'est pas destiné, la filière n'est pas un opérateur. La filière, elle est destinée à permettre à l'offre de structurer. Et ça permet, par exemple, une plateforme vidéoprotection. Il y a un projet voix qui vient d'être lancé. Il va permettre d'avoir des référencements par rapport à des environnements opérationnels divers et variés, et qui vont permettre à des PME, à des grands groupes, de se positionner et d'améliorer leurs produits. On voit très bien quel est l'intérêt. On va avoir des produits d'excellence qui seront validés par des compétences métiers d'excellence et qui permettront à la filière de se positionner également à l'export. C'est un outil qui sert également à l'export. Alors, juste pour terminer, parce qu'au-delà des outils, je dirais des équipements, des intégrateurs et des intégrations, il y a aussi le problème de la formation des personnes dans les différents pays, qui sont des formations plus techniques. Est-ce que la DCI joue un rôle sur ces aspects-là? Chaque année, nous développons au sein du ministère de l'Intérieur à l'international quelques 2000 actions de coopération technique. Et la plupart sont des actions de formation, soit des actions de formation sur ce que doit être la formation, et donc assister nos collègues dans le domaine de la formation, mais également des actions de formation très techniques, recourant à l'expertise des services de police, de gendarmerie, de sécurité civile et autres français, mais recourant également à un partenariat avec des entreprises privées si nécessaire. Parce que quand on fait des formations à la gestion démocratique des foules, à la gestion d'une scène de crise, à la gestion de la sûreté aéroportuaire, etc., on a besoin de rassembler tous ces partenaires. On parlait tout à l'heure de filière. La filière, elle nous dépasse largement. La coopération internationale, c'est du pointillisme. Et nous avons la chance maintenant d'avoir une vision partagée et une stratégie commune. Et nous allons pouvoir, tout en faisant du pointillisme, petite touche par petite touche, grâce à cette vision, grâce à cette stratégie, avoir en face de nous un tableau qui, je l'espère, sera non seulement agréable à regarder, mais également porteur d'avenir. Je n'ai plus de conclusion à faire. Je crois qu'elle a été faite. Donc, je remercie Émile Pérez. Nous arrivons à la fin du talk, à 15h pile. Donc, un grand merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain talk qui sera en anglais d'ici 1 heure. Je vous remercie.